Bonjour à tous, bienvenue dans Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Aujourd'hui, on va tout savoir pour mettre en place une stratégie go-to-market en marketing digital avec notre invité. Bonjour Lucille. Bonjour Laurent. Écoute, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Avant de commencer et voir comment on peut mettre une strat en place de lancement de produits, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Donc je m'appelle Lucille Cotard. J'ai été, directrice marketing dans pas mal de sociétés, notamment dans le secteur, bancaire et dans les startups tech, ou plutôt les scale-up, dans l'industrie bancaire et puis vraiment techno. Donc voilà, mon rôle, c'était de faire de la croissance via les outils marketing, à disposition. Souvent dans les scale-up, en fait, c'est post-série A, donc lorsqu'il y a un gros investissement, hem, donc de série A pour faire, et c'est à ce moment-là, en fait, où il y a des besoins, de développer et de faire croître, le marketing pour acquérir de nouveaux clients, des nouveaux utilisateurs pour ces startups, hein. Donc c'est vraiment, les amener à scaler. Ok. Et puis ensuite, je travaillais dans les banques, lancer une banque en Suisse, enfin participer à ce lancement et plus récemment, travailler au sein d'une banque privée, suisse. Ok, très clair, merci. Alors juste, tu as commencé par l'évoquer, mais est-ce qu'on peut donner à nos auditeurs une petite définition de la stratégie go-to-market? Oui, alors rapidement, le go-to-market, en marketing, en fait, ça va être toute la stratégie marketing, qu'on va pouvoir mettre en place afin de, lancer et vendre un nouveau produit, sur un marché cible. Ok, très clair. Alors, avant cette émission, on l'a préparée ensemble, donc ça se décompose en plusieurs étapes. Est-ce que tu peux, avant de commencer à les expliquer les unes après les autres finalement, nous donner les différentes étapes de la strat? Bien sûr. On va parler dans un premier temps du prérequis, en fait, de la base pour pouvoir lancer, une stratégie go-to-market et ensuite la stratégie, go-to-market en elle-même, pour moi, elle comporte 4 étapes clés qui sont le product market fit, définir, pardon, tous les canaux de distribution et d'acquisition pour lancer son produit. Ensuite, créer une expérience client au top. Et ensuite suivre les performances et ajuster en temps réel, son lancement, ses campagnes, et cetera. Donc toute la partie plus, analytique à la fin. Très, très clair, on va essayer de le faire en 30 minutes. Ça va être un petit challenge pour toi, mais on va y arriver, on va y arriver. Bah écoute, première étape, la première partie, c'est pourquoi c'est important de mettre en place une strat go-to-market en marketing. Pourquoi c'est important? Bah, en fait, c'est souvent un besoin de l'entreprise, c'est-à-dire que, lancer un produit, le marketer et acquérir des clients, c'est une question de survie. Et en fait, ça va dépendre de la maturité un peu des entreprises. Lorsqu'on est sur une start-up, ben, elles font ça une première fois lorsqu'elles vont lancer leur entreprise et puis il va falloir, se frotter au marché, donc faire le plan go-to-market. Lorsqu'on est sur des entreprises un peu plus matures, elles ont déjà fait des lancements de produits, les produits changent pas forcément, mais du coup, on va revoir le positionnement et cetera pour, relancer des campagnes et actualiser, les produits, la cible. Hem, Peut-être avant, si tu veux bien, c'est vraiment, moi, il y a un truc que je trouve hyper important, Mmh. c'est de parler du socle pour pouvoir faire ce go-to-market et le socle, il est, technologique. OK. Donc on parle souvent de transformation digitale, pour pouvoir lancer une stratégie go-to-market. Parce qu'en fait, sans ce socle digital, dans le socle digital, ça va être un peu le tech stack marketing, donc tous les outils marketing et technologiques dont on a besoin pour pouvoir suivre, en fait, les performances de ce lancement. Et sans ça, en fait, on va naviguer à l'aveugle. Donc c'est assez important. On n'imagine pas en fait de lancer une campagne sans savoir où nos leads convertissent, comment est-ce qu'ils interagissent avec le produit et cetera. Est-ce que les clients restent clients? Est-ce qu'ils abandonnent? Est-ce que, voilà. Donc tout ça en fait, c'est en capturant toutes ces informations au sein de divers outils, techno qu'on va pouvoir,
qu'on va pouvoir analyser et performer en fait sur ce lancement, de nouveaux produits. Le stack minimum pour toi, c'est quoi? C'est un HubSpot, avec un Brevo, avec, je sais pas, comment toi tu vois le minimum vital en termes d'outils? Ouais. En fait, pour moi, c'est assez important parce que ça dépend vraiment des industries. Encore une fois, quand on est dans des startups, en fait, souvent, bon, bah, les outils sont là Mmh. avant qu'on arrive. Mais, par exemple, mes 2 dernières expériences, c'était dans des banques et en fait, là, il a fallu tout mettre en place. C'est-à-dire qu'il y avait même pas de CRM marketing. Et donc, il y avait des campagnes qui étaient lancées, mais il y avait pas de CRM marketing. Et moi, je pense que c'est vraiment un peu jeter de l'argent par les fenêtres si on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe une fois que le lead rentre dans notre pipe, vous voyez? Et donc la base, c'est vraiment, un CRM marketing. Parce que des fois, on a le CRM ce qu'on appelle CRM du front, donc des commerciaux, mais qui est pas toujours utilisé par le marketing, surtout dans les secteurs réglementés. Donc, au minimum, un Salesforce, un HubSpot. Il y a des plus petits aussi CRM qui peuvent être utilisés suivant la taille de l'entreprise. Je pense que c'est important aussi d'avoir tous les outils de dashboarding, de suivi, en fait, donc mettre en place le tracking et puis suivi des performances. Donc là, ça va être vraiment la partie dashboard pour visualiser les KPI. Et puis, tout ce qui est marketing automation qui permet d'améliorer les conversions, en fait, parce que on verra après, mais une fois que le lead, il rentre dans le pipe, ça ne veut pas dire qu'il va convertir tout de suite en client et puis derrière, il va falloir le travailler, le nourrir, pour faire en sorte qu'il convertisse, en client. Donc OK. pour moi, c'est vraiment les 3 outils, clés, on va dire, d'un marketing, quoi. OK, très clair. C'est bon, on a notre, stack, de technique, technologique, minimum. Heu, on va parler, bah, de la première étape qui est le product market fit. Est-ce que en 2 mots, tu peux nous redéfinir le contexte, le contexte, n'importe quoi, nous redéfinir, ce concept plutôt Ouais. et après voir comment on déroule les choses? Alors effectivement, la première étape, de la stratégie go to market, donc c'est le product market fit. Il me semble que tu avais fait un podcast assez détaillé sur le sujet. C'est vrai qu'on peut en parler des heures. Mais du coup, rapidement, ça permet de comprendre et segmenter le marché. On va bien définir ce product market fit, donc comprendre quel est le problème que le nouveau produit qu'on amène ou le nouveau service qu'on amène, résout, et auquel il répond, en fait. Donc, il va falloir comprendre son audience cible, donc quels sont les utilisateurs de mon produit, de mon service. Là, on peut utiliser, des frameworks, un framework assez classique, le STP, segmentation, ciblage, positionnement. Donc c'est super utile. On va comprendre, on va essayer de segmenter, en fait, le marché. Ensuite, cibler les profils les plus intéressants par rapport à notre produit et service et positionner notre produit de manière, unique. Donc, toujours en se posant la question, bah, quels sont les pain points, que notre produit enlève? Voilà, comment est-ce qu'on répond à cette problématique, en fait? Et quelque part, comment on se différencie des restes des produits sur le marché? Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent, c'est là où c'est une phase essentielle en fait, Ouais. parce qu'en fait, si ton produit, il répond à zéro bénéfice, enfin, il procure zéro bénéfice ou il répond il comment dire? J'en perds mes mots tellement c'est important. Non mais en fait C'est assez essentiel et ça paraît, évident et je rebondis là-dessus parce que tu as raison, en fait, moi, je suis déjà arrivée dans des rôles comme ça où ma première question parce qu'en fait, quand on arrive dans des positions de responsable marketing dans des boîtes qui sont déjà établies, tout ça, c'est déjà fait mmh, et en fait, j'ai déjà posé cette question en demandant: «Bah, c'est quoi votre USP?» et les gens étaient incapables de me le dire. Sur exactement. des business établis, vous voyez? Donc ça semble évident, mais c'est pas si facile. Parce qu'après, il y a des business plus ou moins compliqués aussi à différencier et cetera. Mais il y a toujours un USP qu'on doit trouver. Il y a toujours, heu, une façon de se différencier du concurrent qui fait que notre service a une certaine exclusivité, a un angle, un biais, différent et sur lequel on va pouvoir s'appuyer, pour edger notre communication, en fait, pour
voilà, pour dire: «Voilà, nous, on est meilleurs là-dedans, nous, on va se différencier là», et cetera. Et si ça, on n'est pas capable d enfin, ça, c'est hyper essentiel que l'ensemble des collaborateurs et le management de l'entreprise soient 100 alignés là-dessus. Ouais et puis comme tu le disais également, comprendre son audience en fait, à qui on s'adresse, avoir la capacité, de segmenter, en tier 1, tier 2, tier 3 par exemple, ses, potentiels clients pour pouvoir adapter, sa stratégie suivant son audience. Donc tout ça pareil et pour reprendre tes mots, c'est des concepts hyper, classiques mais qui sont néanmoins hyper importants pour bien mettre en place, sa stratégie, marketing. Pour avancer un petit peu, tout à l'heure, tu nous as parlé de l'étape 2 qui sont les différents, canaux de distribution, d'acquisition même. Comment toi tu vois les choses? Donc la deuxième étape, effectivement, en fonction de notre ciblage, segmentation, on va faire une liste, en fait, des différents canaux de distribution, et du coup d'acquisition. Hem et là, en fait, la 1re étape qu'on a mis en place, la transformation digitale, ça permet une vraie approche omnicanal où on va chercher les clients sur, les plateformes qu'ils utilisent le plus. Donc ça, c'est vraiment spécifique à la clientèle cible et la segmentation. Par exemple, quand on va travailler pour un logiciel SaaS B2B, heu, on va aller sur les canaux vraiment, professionnels. Donc, par exemple, réseau social, on va aller, plus naturellement sur du LinkedIn que sur du Meta. On va aller cibler, on fait la liste des canaux online et offline, hein. D'ailleurs, on parle pas enfin, c'est tout le temps un mix entre le online et le offline. On n'est pas que sur du pur digital, en fait, dans le monde, dans le monde d'aujourd'hui. Et on va regarder tous les canaux qu'on a à disposition en fonction de notre audience. Donc on fait vraiment le panel, on fait la sélection et ensuite on va faire tout le planning strat, où on va regarder, bah, quel est donc on sélectionne l'ensemble des canaux, qu'on a à disposition. On va choisir ceux qui nous semblent le plus pertinents. On va regarder notre budget, parce qu'ensuite la sélection finale va dépendre du budget. On alloue stratégiquement notre budget et là encore la partie allocation stratégique, c'est un très grand débat, hein, puisque ça va dépendre, donc on va choisir un certain nombre de canaux et il y a aussi une partie, stratégique qui est hyper importante, surtout lorsqu'on lance une nouvelle société, une nouvelle marque, ça va être de faire le bon ratio entre le branding et la performance. Mmh. D'accord? Ça, les ratios sont vraiment différents quand on est sur une société mature ou quand on va lancer une nouvelle boîte qui n'est pas connue. Et c'est là où c'est super compliqué, en fait, tout ça. C'est un peu scientifique, mais il y a plein de théories. Il y a pas de vérité aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Mais souvent, lorsqu'on va travailler pour des startups, des scale-up, on va vouloir de la performance d'entrée de jeu. Sauf que la performance sans branding, ça coûte hyper cher. Mais on peut pas aller sur du full branding, sinon on n'aura pas de ROI, et cetera. Donc c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est là où ça devient hyper intéressant. Et c'est là où on va développer, on va avoir des hypothèses. Moi, souvent, je travaille comme ça, donc on va lancer du produit. Donc en fait, au départ, moi, naturellement, je vais me positionner sur plus de budget sur la performance, tout en soutenant en always on, du branding pour qu'il y ait une meilleure conversion parce que les gens ouais, Ouais, les excuse-moi, je te coupe, mais en pourcentage, si tu devais donner un pourcentage à peu près cible, toi, tu commences par 60-40, c'est-à-dire 60 de ton budget sur, de la perf et 40 sur du branding ou c'est du 70-30? C'est quoi à peu près les je fais souvent du 60-40, tu as raison. Après ça s'adapte en fonction des marchés, en fonction de la saturation et cetera. Parce que des fois, je travaille sur du quasi mondial, enfin, beaucoup de pays en Europe et les US, donc là, on va avoir des très gros marchés. D'autres sociétés, je travaillais sur, quelques cantons de Suisse, donc tu vois, ça va être beaucoup plus réduit. Donc il faut faire attention aussi à pas saturer le marché, voilà. Mais donc au début, quand on va lancer un produit pour une entreprise pas très mature, c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire du 60-40 sur, 60 perf, 40 branding et puis après ça peut switcher. Parce que finalement des nouveaux messages, des nouveaux produits, bah, voilà, on en lance pas tout le temps, donc il faut aussi faire attention à la fatigue, de l'audience, de la cible. Ça peut être assez intéressant, puis lancer des campagnes de perf, du always on, c'est aussi intéressant d'avoir un mix comme ça. Donc là, vraiment, c'est, distribuer.
pour faire de l'acquisition et voir ce qui réagit. Et là, en fait, il y a beaucoup de campagnes en test and learn, A/B test et cetera. Bien sûr, il faut faire attention au volume lorsqu'on lance ces campagnes pour pas prendre des décisions trop hâtives. Mais, ça permet vraiment de tester plusieurs scénarios, plusieurs messages, plusieurs créatifs, plusieurs plateformes et cetera et voir ce qui fonctionne. Killer les campagnes, enfin tuer les campagnes, en fait, qui n'ont pas de ROI au bout d'un certain moment. Et ça, le moment, en fait, il dépend vraiment de l'industrie, des budgets, du volume. Il y a pas de règle générale. Ça dépend vraiment encore une fois, du produit de l'industrie. Et ensuite, on va booster, on va scaler celles qui fonctionnent le mieux pour maximiser le ROI, voire, arrêter certains canaux. D'accord, et ça, tout au long de la vie de chaque campagne, faire de l'A/B test, je sais pas, tu lances une campagne d'emailing, tu vas A/B tester en permanence les différents types d'objets, les différents types de messages. Pareil en display si jamais, tu as plusieurs créas à disposition et cetera, donc c'est, en permanence du pilotage, à la perf, quand bien même on fait du branding, mais en tout cas pour optimiser au mieux ses campagnes. Mmh. Hyper intéressant. La troisième étape que tu avais évoquée tout à l'heure, qui à mon sens est, presque la plus importante, c'est comment on crée une expérience client, au top afin de pouvoir, bah, finalement avoir de la transfo. Ouais. Là, c'est hyper important effectivement parce qu'une fois qu'on a fait, rentrer les leads dans le pipe, heu, bah, voilà, il faut faire de la conversion. Mmh, Parce que, ça dépend un peu du produit que tu vas vendre, mais sur des cycles de vente longs avec un haut ticket, bah, la conversion, elle se fait pas tout de suite. Donc, il va falloir les nourrir et il faut que les leads, ils se sentent valorisés et qu'il y ait une expérience donc au top et différenciée, en fait. Parce que souvent, lorsque les leads rentrent dans notre pipe, à moins qu'on soit tout seul sur le marché, mais souvent, c'est dans la phase de découverte et ensuite, bah, au moment où il va devenir lead, donc la première conversion, l'utilisateur, va faire son marché, en fait. Il va faire un benchmark par rapport aux concurrents et puis il va être sollicité un peu de tous les côtés. Donc c'est là où il faut créer la meilleure expérience utilisateur et se différencier pour avoir la meilleure impression possible, dans la tête de l'utilisateur, tout simplement. Et encore une fois, si on a mis tous les éléments, en place de la transformation digitale, on va pouvoir personnaliser cette expérience client. mmh, Hem, Dès le début, offrir une expérience, unique ou en tout cas, hem, comment dire? ouais, Pas superficielle, dans le sens où je vais pas lui balancer toutes mes pubs génériques que j'ai construits pour l'ensemble de, tous mes utilisateurs potentiels, mais je vais pouvoir lui envoyer des messages qui sont vraiment dédiés à son parcours à lui. Parce que j'aurais pu capter en fonction des différents, cookies, sur la partie first party, puisqu'à la fin, il finit sur mon site, sur mes outils et cetera. Je vais pouvoir capter ses intentions, ce qu'il a fait, son parcours, je vais pouvoir analyser un petit peu tout ça et du coup, en fonction, par exemple, de son interaction sur mon site, je vais pouvoir voir ce qui l'intéresse et du coup le targeter plus avec du contenu, juste sur cette partie-là. ouais, Donc voilà, c'est toujours rester, comment dire? Relevante donc heu, bien. dédié ouais, pertinent, pardon. Toujours rester pertinent, par rapport aux recherches, en fait, et aux attentes des utilisateurs. Et là, il y a un framework qui est hyper intéressant, moi, je trouve, c'est le Customer Journey Mapping. Qui peut être utilisé plus tôt aussi. En fait, on va l'utiliser plus tôt, même, au moment où on va lancer les différentes campagnes dans les différents, canaux. Mais à ce stade-là, il est hyper intéressant pour la suite, du parcours client. Donc cette carte du parcours client, hein, ce Customer Journey Mapping, permet de tracer tout le parcours client pour optimiser chaque étape. Et donc on va pouvoir voir en fonction de chacune des étapes en fait du parcours, quels sont les éléments de friction, Ouais. surtout, c'est ça qui nous intéresse, pour essayer de les débloquer. Voilà, donc est-ce qu'il est en phase de découverte? Est-ce qu'il est en phase de considération? Est-ce qu'il est en phase d'action? Est-ce qu'il est en phase de fidélisation? Parce que c'est déjà un de mes clients, puis finalement je vais faire autre chose avec lui. En fonction de ces différentes phases, comprendre, bah, voilà ce qui peut le bloquer, pourquoi il va partir ailleurs. Puis là, après, j'ai des outils de type Hotjar et cetera qui me permettent de voir les points d'exit. À moi de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ça l'a bloqué. Peut-être c'est un problème technique sur mon site, peut-être que c'est, le message qui va pas. Voilà.
et il faut comprendre un peu tous ces roadblockers et faire en sorte de lever toutes ces barrières au fur et à mesure pour faire un vrai travail d'optimisation de la conversion. Eh ben, exactement, tu me tends une perche parfaite pour la prochaine, étape qui est, la le suivi de la performance et le suivi des métriques des différentes campagnes. Hem, Finalement et ça on le dit, je crois que, bah, nous on est à plus de 105 épisodes, dorénavant et à chaque fois, l'enseignement c'est de ne pas partir la fleur au fusil, avoir, des objectifs de KPI, les suivre attentivement et d'ailleurs c'est ce que tu as dit, dès le départ de cet épisode. C'est-à-dire qu'il faut avoir des outils pour pouvoir piloter sa campagne avant même de lancer sa campagne, sinon ça ne sert Mmh. à rien. Comment toi tu vois les choses, par rapport à ça et si tu as des tips à nous donner? Écoute, moi, en fait, cette partie-là, pour moi, elle est essentielle. C'est pour ça que j'en ai parlé au début, parce que j'ai vraiment vécu le cas d'arriver dans une société et qu'on me dise: «Ah, mes campagnes, elles sont top. Mon agence, elle me dit qu'on a des millions de vues et cetera». OK, ça a donné combien de clients? Ah ben, on n'en sait rien, on n'a pas de CRM. On gère un fichier Excel, il y a pas de tracking, on ne sait pas d'où les leads rentrent. Juste, ils ont rempli un contact form, ils arrivent par un email, puis, j'ai mon fichier Excel. Et là, tu te dis: «Mais c'est pas possible, pourquoi je fais des campagnes?» Enfin, quelque part, bon, c'était bien parce que ça générait des leads, mais il y a aucune intelligence, en fait. Donc en fait, c'est vraiment la base, de lancer des campagnes qu'à partir du moment où on est capable de faire ce tracking, ce suivi, et d'optimiser aussi les conversions. Donc là, on utilise encore des outils, comme on a mentionné un petit peu avant, donc la partie CRM qui permet de bien comprendre, toutes les interactions, tous les touch points en fait de l'utilisateur. On est un peu plus à l'aveugle maintenant avec ce problème des cookies tiers, mais on capte quand même quelques données sur la partie first party data et ça nous permet vraiment de mieux comprendre les interactions des utilisateurs. Ensuite, c'est vraiment toute la partie dashboard. Donc là, on peut le faire en externe avec un data studio et cetera ou en interne dans nos outils CRM parce que moi, en utilisant Salesforce et HubSpot, aujourd'hui, ils ont des outils assez poussés de dashboarding et on peut insérer tous les KPI qu'on souhaite et agréger des données externes, pour avoir des dashboards tant au niveau des campagnes que des dashboards un peu plus top management, ce qu'on va présenter en comité de direction et cetera, qui sont les campagnes agrégées et la conversion de manière générale. Voire, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment d'aller au bout de la donnée marketing, d'avoir les coûts d'acquisition, les taux de conversion globaux et cetera par channel et puis la lifetime value en fait, hein. Une fois qu'on sait, à combien est vendu notre produit et cetera, combien de temps nos clients restent, une des KPI les plus importantes, c'est aussi la LTV. Donc c'est hyper important à mettre, comme grosse KPI long terme dans le dashboard et puis toute la partie, marketing automation comme on en parlait, c'est vraiment donc suivre les performances et les adapter au fur et à mesure pour ne pas perdre des leads. Parce qu'en fait, la partie acquisition, elle coûte assez cher. Donc une fois qu'un lead rentre dans le pipe, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on le qu'on le clôture, mais en français, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on Ensuite, gagne le deal, quoi. Hem et heu et ça, c'est vraiment avec les outils justement de nurturing et marketing automation. Il en existe pas mal aujourd'hui. Ils peuvent être intégrés au CRM aussi, ils peuvent être natifs dans le CRM ou bien juste, en intégration et heu et ça permet d'automatiser pas mal de tasks et de faire en sorte, en fait, de connecter toutes les touch points que peut avoir notre utilisateur et finalement que lui choisisse la méthode qui lui convient le mieux pour être contacté, en voyant les messages qu'on va lui promouvoir sur différents canaux. Donc cette partie-là, elle est intéressante et elle permet aussi de réengager avec l'humain. Parce que, par exemple, dans les parcours de marketing automation, moi, je mets souvent, les SDR à un moment, les sales développement représentatif, c'est les personnes qui vont qualifier les leads, par exemple, les leads entrants marketing pour les équipes commerciales et puis eux, ils vont faire partie de mes scénarios, en fait, de marketing automation pour appeler les leads en fonction d'un certain use case, en fait.
très clair. Si tu avais un conseil à donner à un marketeur qui lance son produit, hem, quel conseil tu pourrais lui donner? Heu, de il y en a beaucoup. Bah, suivre un peu toute ces différents steps, mais vraiment mettre l'accent sur le bon tech stack marketing, Mmh. sinon la stratégie go to market risque de rester, ben, incomplète, et surtout on ne pourra pas l'analyser finement, ni réagir et être intelligent, en fait, jusqu'au bout. Et pour moi, c'est hyper important, en fait, de réagir parce que lancer des premières campagnes et c'est rarement, en fait, les premiers messages, les premiers visuels et cetera, vont pas forcément être ceux qui convertissent le mieux. Il va falloir les tweaker, les travailler, recomprendre le message, voir les interactions, voir là où ça fonctionne pas, en fonction des différentes datas qu'on récupère. Donc voilà, vraiment être sur une base solide au niveau de la techno marketing, sinon ça va être beaucoup de décisions qui seront pas basées sur les données, mais plutôt sur de l'affect et ça c'est toujours un peu compliqué en marketing. Hyper intéressant Lucille. Pour terminer, j'ai 2 questions toujours. Est-ce que tu as des ressources à partager, des sites que tu suis pour, te tenir à jour, de l'actualité marketing? À part, d'écouter Banous, hein, parce qu'évidemment je ne peux pas en faire une perche à mes invités, pour ça. Et est-ce que, c'est quoi tes top sites par exemple, que tu suis en ce moment? Alors moi je suis une grande fan du blog de HubSpot. Parce que j'ai installé HubSpot, pour la première fois il y a 10 ans et je trouve qu'ils ont une partie content qui accompagne vraiment, tous les départements marketing en fait, ils vont pas mal creuser. Donc et ils évoluent hyper vite, et voilà. Donc je trouve qu'il y a des bonnes ressources, et ensuite je suis quelques, opinion leaders sur le growth marketing, pas mal aux US aussi, parce que j'ai travaillé sur ces marchés pour voir un petit peu ce qui se passe, donc ça peut être intéressant. Eh ben, écoute, je te demanderai de me les envoyer, puis on les mettra, dans le commentaire, sur la page, du site Banous. Merci beaucoup, Lucille. Où est-ce qu'on peut te suivre si Merci jamais à tu as toi. l'actualité? Sur mon LinkedIn, Lucille Cotard et ouais, j'ai mon site aussi où je publie quelques blogs, sur, lucillecotard.com. Mais il fallait commencer par ça, Lucille, évidemment. Ouais, j'en suis un peu au début. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Lucie, pour toutes ces informations. J'espère que nos auditeurs, apprécieront. Et puis, d'ailleurs, si vous aimez cette thématique, dites-le nous à travers les commentaires. Je le dis à chaque fois, mais c'est hyper important pour nous. Et puis, éventuellement, on réinvitera, Lucille, parler de différentes problématiques plus spécifiques, enfin, des problématiques liées à vos, questions. Merci une nouvelle fois, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. N'hésitez pas à partager, liker, et cetera, et cetera. Et puis on se dit à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt, merci.